Xavier Moreau, bonjour, bienvenue en France. Bonjour, merci. Vous êtes ici en France pour une tournée de conférences, entre autres, dont certaines sont organisées par Égalité et Réconciliation. Et nous sommes ici à Nantes, Nantes, grande ville de l'Ouest, qui est aussi le pont entre la Bretagne et la Vendée. Qu'évoque cette ville pour vous, d'un point de vue historique ? Pour moi, c'est, comment dirais-je, déjà l'ouest de la France, je connais un petit peu parce que j'ai été à Saint-Cyr, donc c'est plus la région de Rennes, mais c'est une région que je connais, pas très bien non plus, il faut être parfaitement honnête. Et puis, du point de vue historique, évidemment, c'est la Révolution française, dont j'ai parlé dans mon livre noir, donc évidemment, c'est une région martyre. Et c'est une région qui il faudrait rendre justice du point de vue historique, c'est-à-dire qu'on raconte ce qui s'est passé et que le régime actuel assume ses responsabilités devant l'histoire et devant le peuple français. Parce que ceux qui ont massacré à Nantes, ceux qui ont noyé les gens, ceux qui ont massacré ou alors en Vendée, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont les héritiers et ils se revendiquent de cet héritage. Donc il serait temps de leur rappeler ce qu'ils ont fait et de manière peut-être à sortir en plus de cette spirale totalitaire dans laquelle on est rentré à partir de 1792. Voilà ce que ça dit pour moi. Alors effectivement, ça nous fait venir sur votre livre, le livre noir de la gauche française, paru en 2021. Vous avez évoqué les noyades de Nantes avec le tristement célèbre Jean-Baptiste Carrier. Dans votre livre, vous parlez de la gauche française. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept de gauche française pour évoquer les Républicains? Pourquoi vous employez ce terme? En fait, je remonte vraiment à l'origine du terme de la gauche française. Il faut se souvenir de ce que c'est-à-dire lorsque la constituante se met en place, et le roi est au centre, et à droite, il y a, on va dire, les monarchistes constitutionnels, donc les feuillants, ce qu'on appelle les feuillants, et à gauche, il y a à la fois les montagnards ou les jacobins et les girondins. Donc ce sont les deux partis régicides. Donc c'est eux qui vont former la gauche, et d'ailleurs ce terme de gauche et de droite, à partir de cette définition-là, va se répandre dans le monde entier. Et donc moi j'ai voulu revenir à l'origine et savoir ces deux courants de la gauche française, c'est-à-dire les girondins et les jacobins. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà au moment de la Révolution? Donc il y en a, en fait, les deux ont une ambition de transformer le monde, de créer un être nouveau qui soit du passé faisant table rase, ou plutôt, comme disait, comment il s'appelait, l'histoire n'est pas notre code, Rabot de Saint-Étienne, donc de vouloir créer un homme nouveau. Alors, les uns, c'était pour l'intérieur, donc ça, c'est les jacobins, les montagnards, donc qui vont massacrer ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, qui veulent garder leurs bons prêtres, qui ne veulent pas aller faire la guerre aux frontières, puisque en même temps, vous avez la gauche girondine, qui, elle, ambitionne de créer un homme nouveau partout dans l'Europe. C'est-à-dire et comme plus tard, elle ambitionnera, par la colonisation, de répandre ces valeurs qu'elle croit universelles et bienvenues dans le monde entier, et du Tonkin jusqu'à l'Afrique. Donc en fait, c'est ces deux courants-là. Vous en avez un qui met en place un système répressif, donc qui considère que sa mission, dont on ne sait pas trop qui lui a donné, c'est de transformer la France de l'intérieur, de transformer le français de l'intérieur. Et donc ça va immédiatement avoir lieu dans le domaine éducatif. D'ailleurs, comme il s'appelle Robespierre, c'est lui qui prend la parole pour exposer le projet éducatif. Ça se voit dans le système répressif qui continue jusqu'à aujourd'hui. On voit les gilets jaunes. Je pense que tôt ou tard, les paysans ils vont faire les frais. Et donc cette répression, d'ailleurs, j'ai un chapitre, la gauche française et la répression, on l'observe, la manière dont les ouvriers sont réprimés par la gauche bourgeoise, la manière dont les paysans sont réprimés lors des soulèvements paysans. Donc il y a tout cet héritage encore est celui de la gauche. Je dirais quelles que soient ses branches, puisque pour moi aujourd'hui, ils se revendiquent tous de la Révolution, de Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Emmanuel Macron, tout le spectre en fait se revendique de la Révolution pris comme un bloc, puisque c'est ce que voulait Clémenceau. Et aujourd'hui, la partie qui nous intéresse le plus, c'est l'héritage girondin de Brissot, qui en avril 1792 lance la guerre contre le roi de Bohême et de Hongrie, donc c'est-à-dire le roi d'Autriche, et en fait qui déclare la guerre aux tyrans pour soi-disant exporter pareil les valeurs soi-disant de la Révolution, et qui va mettre l'Europe à feu et à sang jusqu'au traité de Vienne jusqu'en 1815. Et aujourd'hui, quand on écoute le discours d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie, on est dans le même fanatisme. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est de voir que ce droit qu'ils se sont arrogés d'exporter leurs valeurs
révolutionnaire, ces valeurs issues des Lumières, qui a entraîné la colonisation, qui, contrairement à ce qu'on a dit, la France n'a jamais pillé les richesses parce que ce qu'on a colonisé, en fait, c'est ce que l'Angleterre nous laissait, il n'y avait rien à prendre. Et en revanche, elle a exporté la Révolution, elle a exporté ses idées de la Révolution. Et encore aujourd'hui, ça marque profondément la gauche. Et on le voit dans ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est-à-dire que la France n'a aucun intérêt en Ukraine et en mer Noire, mais la gauche, la totalité d'ailleurs, de Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon en passant par Emmanuel Macron, a pris des décisions qui coûtent très cher à notre économie par fanatisme. Et donc c'est pour ça qu'il est temps de sortir de cette spirale infernale qui a démarré en 1792. Et d'un point de vue plus personnel, sur la motivation à écrire ce livre, vous vivez en Russie depuis une vingtaine d'années. Vous êtes donc peut-être moins directement touché par la vie politique française ou par les effets de la vie politique française que les gens qui vivent en France. Qu'est-ce qui vous a malgré tout poussé à écrire ce livre en 2021 ? Alors si, moi, même de Russie, je contemple avec effroi l'effondrement de mon pays. Quand il y a eu les Gilets jaunes, j'ai fait des allers-retours le week-end pour participer J'ai participé à 4 actes, notamment l'acte numéro 3 et 4, je crois, de mémoire. Donc c'était les actes où c'était encore les Gilets jaunes canal historique, dirons-nous. Et donc, non, moi j'ai cru au soulèvement du peuple français. Je pense d'ailleurs que Macron a eu très peur, ça se voyait sur son visage en décembre 2018. Il a eu peur, et d'ailleurs les Gilets jaunes, contrairement à ce qu'on a dit, ont gagné, parce que c'était une révolte fiscale, socialo-économique. Et Macron s'est soumis et a annulé la taxe sur le diesel. Et c'est comme ça que démarraient les révolutions, et Macron a été suffisamment intelligent cette fois-là. Il a compris que s'il ne capitulait pas, la révolte sociale allait se transformer en révolte politique. Et c'est ce moment-là. Et à l'époque, il pouvait encore le faire parce que sa décision, notamment de mettre un impôt sur le diesel, c'était pour financer les voitures électriques. C'était une espèce de... Pareil, toujours le fanatisme, tout est grotesque, mais en même temps, c'est fanatique. Et ça a coûté... Il a crevé les yeux de ses opposants. Même Kim Jong-un n'a pas fait ça. Donc c'est pour ça que moi, je me suis senti concerné. J'ai vu qu'effectivement, à partir du moment où il a capitulé, les travailleurs sont rentrés chez eux. Et là, effectivement, on est passé à un deuxième style. Donc, c'était plus canal historique, c'était des gauchistes qui, finalement, ont saboté le mouvement qui, à la base, est un mouvement de travailleurs. C'était la France qui travaillait contre la France des parasites. Du haut du parasitisme, des ministres et des hauts fonctionnaires et d'une partie de la classe politique, jusqu'au niveau de celui qui est payé à rien faire, au prix de ceux qui travaillent, la France qui bulle et la France qui bosse. Donc c'est un mouvement sain, et je pense que ça, c'est pas terminé. Là, les paysans ont pris le relais, c'est toujours pareil, c'est des mecs qui bossent contre ceux qui en font pas une. Un agriculteur, c'est une vie humaine. Donc, les grilles à préfecture, on n'en a rien à branler. Et je vous garantis que d'ici ce soir, on tombera les grilles à préfecture, quoi qu'il en coûte. À Agen, les agriculteurs sont mobilisés depuis lundi avec le sentiment de n'être toujours pas entendus. D'autres camions de fruits, de pneus, de fumier sont prêts à être déversés, comme ici, dans ce McDo. Une autre cible symbolique du malaise profond du monde paysan. Donc voilà, donc je suis concerné par ce qui se passe en France. Si je vois qu'il y a un mouvement politique qui vaut la peine, que je peux ajouter, même participer modestement parmi les manifestants comme j'ai fait avec les Gilets jaunes, je le ferai. Et après, c'est vrai que ce bouquin, Les Noirs de la gauche française, c'était un truc qui était en maturation depuis des années. Le chapitre, par exemple, sur la colonisation, je l'avais écrit depuis longtemps. Et arrivé un moment, je me suis dit, j'avais atteint une certaine popularité sur Internet. Et je me suis dit, j'ai envie de le faire en auto-éditeur. Donc, et tôt ou tard, ma chaîne va sauter. Je m'étais pris un avertissement parce que j'avais parlé du lobby LGBT, par exemple, au sein du ministère des Affaires étrangères. Donc, je me suis dit, tôt ou tard, la chaîne va sauter. Autant en profiter tant qu'elle existe. Et donc, j'ai publié ce bouquin, je l'ai terminé. Durement, j'ai du mal à finir mes livres, mais bon, j'y arrive à la fin et je ne vais pas faire croire que c'est facile. Et en fait, donc il est sorti en décembre 2021. 2 mois et demi après l'opération militaire spéciale commençait, il y a des tas de gens qui m'ont découvert et donc qui ont acheté mon livre sur l'Ukraine de 2015 et celui-là. Et donc il y a eu un engouement et encore aujourd'hui d'ailleurs, je vois les gens continuent à l'acheter. Et comme je le dis, il y a des chapitres qui nous relient à ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine, notamment la gauche française et la guerre, comme je viens de l'expliquer, et puis cette mentalité coloniale aussi d'imposer, de vouloir transformer des peuples qui nous ont rien demandé. Et je pense que ce qui plaît dans la gauche française sur ce qui se passe en Ukraine, c'est que c'est un projet colonial.
Vous avez un projet de la part des élites kieviennes de transformer les Russes et les russophones pour les faire Union européano-compatibles, donc c'est-à-dire LGBT, ce qu'on a observé en Pologne, quoi qu'ils en disent, ça a déjà commencé. Et puis vous avez le projet bandériste qui est de transformer des populations russes et russophones, dont les grands-parents ou arrière-grands-parents ont tous été des héros contre l'Allemagne nazie, de les transformer en admirateurs de Bandera et Shushkevitch, dont les nazis ne voulaient même pas d'ailleurs. C'est quand même les héros de Banderi, ce sont des tocards. Ce sont des minables et des criminels. Et c'est pour ça d'ailleurs que je les appelle plus cro-nazis, parce qu'en fait même les nazis n'en voulaient pas. Et aussi parce que le terme nazi veut rien dire. Quand on écoute nos adversaires politiques, vous êtes un nazi, je suis un nazi, on est tous le nazi de quelqu'un, donc ce terme ne veut rien dire. Donc c'est pour ça que maintenant je préfère parler de bandéristes. Merci. Alors on passe au dernier livre, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Alors ce livre apparaît comme un condensé d'informations factuelles, de logique de bon sens, dans un monde occidental, en France en tout cas, complètement noyé sous la propagande otanesque. Alors comment peut-on aider nos concitoyens français non informés ou sous influence, sous hypnose, à combler ce fossé entre l'appréhension objective de la réalité politique, géopolitique et cette hypnose collective? Je pense qu'il y a deux réalités incontestables. C'est-à-dire que la France n'a aucun intérêt en Ukraine et en mer Noire. Donc ça, on peut commencer par ça. Donc du point de vue purement égoïste, on n'a pas à y aller. Donc autant jouer notre rôle qui doit être celui de la France, c'est-à-dire de puissance d'équilibre, donc d'être neutre et de proposer une conférence de paix. Mais pour ça, il faut être neutre. Maintenant, Marine Le Pen et Jordan Bardella qui proposent une conférence de paix, vous livrez des armes et vous mettez des sanctions contre la Russie. Non, Erdogan peut. Erdogan peut, parce que lui, d'un autre côté, il a des bons accords avec les Russes, il continue à donner un petit coup de main aux Ukrainiens, il est une puissance, l'Arabie Saoudite le peut. D'ailleurs, il y a un projet, l'Inde le peut, la Chine le peut, il y a des tas de pays qui le peuvent, mais aucun des pays occidentaux ne le peuvent. Donc il y a ça. Donc ça, c'est une première évidence. C'est-à-dire que la France n'a aucun intérêt. Alors après, il y avait c'est pour défendre nos valeurs. Non, ça, c'est de l'idéologie. Ce n'est pas un intérêt. L'intérêt de la France, c'est qu'est-ce qui est bon pour le peuple français et pour notre pays. Eh bien, ce qui est bon, c'est de nous tenir à l'écart de cette histoire-là. Et même si on parle vraiment de l'intérêt purement égoïste, c'est d'avoir de bonnes relations avec la Russie qui nous vend d'une énergie pas chère. Voilà, la réalité c'est ça. Et qui était un bon client. Et en plus les Français étaient pionniers. On avait la plus grosse banque étrangère, la Société Générale Rosbank. On avait le plus premier fabricant automobile Renault. On a toujours des gros projets pétroliers. Donc on avait, même purement, il fallait surtout se tenir à l'écart et proposer notre médiation. C'était ça qu'il fallait faire. La deuxième chose, c'est est-ce que l'Ukraine a jamais eu une chance de l'emporter contre la Russie, qu'on soit pour l'Ukraine ou contre l'Ukraine. C'est pas le problème. Factuellement, non. Elle n'a jamais eu aucune chance, c'est ce que je démontre dans ce bouquin, mais simplement les classes gouvernantes occidentales ont cru pouvoir piéger la Russie, affaiblir la Russie, ont sous-estimé l'économie russe, l'armée russe, le complexe militaire-industriel russe, et c'est ça leur crime. Et surtout, même quand ils se sont aperçus que l'économie russe ne s'effondrerait pas, ils ont continué. Alors qu'encore une fois, et je le démontre dans ce livre, l'Ukraine n'a jamais eu aucune chance de l'emporter. Et c'est ça qui est terrible. Donc ceux qui leur ont dit de le faire sont soit pardonnez-moi, des salopards, soit des idiots. Soit un peu des deux, et c'est souvent le cas. Vous avez présenté votre ouvrage pendant la conférence, et donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste un point, vous terminez l'ouvrage en parlant de l'unité du peuple russe, de l'unité politique et aussi confessionnelle du peuple russe. Qui est remarquable, en fait, en Russie, tout simplement. Exemplaire. Est-ce que ce modèle vous semble encore aujourd'hui une possibilité pour la France, possibilité réelle pour la France, ou bien est-ce que cette unité du peuple français est définitivement perdue et qu'il faut penser à des solutions inédites et nouvelles pour préserver l'esprit français? Disons qu'il est vrai qu'en France, on part avec un lourd handicap par rapport au modèle russe. Le premier, c'est que notamment je parle de l'islam russe, les musulmans russes ne sont pas des déracinés. Le Tchétchène, il vient de la Tchétchénie, il a sa terre, il a son histoire en Russie, en Tchétchénie. Pareil pour le tatar, il vient du Tatarstan. Ça fait 5 siècles que les Tatars sont en Russie, et en plus il faut voir qu'ils ont toujours été des citoyens. C'est-à-dire que ça n'a pas été une colonisation, où, comme on a eu en France, par exemple en France on a colonisé, on a donné la citoyenneté aux Juifs, mais on ne l'a pas donnée aux Arabes ni aux Noirs. La réalité c'est ça.
Alors qu'en Russie, eh bien, ils sont tous finis citoyens. Aujourd'hui, ce sont tous des citoyens. Donc il y a ce problème-là, ce ne sont pas des déracinés. Ensuite, la Russie est un pays traditionnellement qui, effectivement, est multi-ethnique, multiculturel, multireligieux. Et en France, nous, on a un autre modèle. C'est celui, on a en fait une espèce de religion monothéiste qui s'appelle la laïcité, qui s'impose à toutes les autres et qui a des exigences, y compris sur la doctrine de la foi. Par exemple, quand ils réclament un islam de France, c'est exactement ça dont il s'agit. Ils veulent un catholicisme de France, donc qui soit LGBT compatible, le mariage homosexuel, etc. Et ils veulent, quand ils parlent d'un islam de France, c'est ça aussi dont ils parlent. Évidemment que ça, même les catholiques, pour l'instant, continuent à résister, tant bien que mal, mais je ne vois pas comment l'islam pourra adopter ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et ensuite aussi, il y a une question de volume, c'est-à-dire que les populations, que ce soit d'ailleurs du point de vue racial ou du point de vue religieux, sont arrivées très violemment, en grand nombre, très violemment, ils n'ont pas été violents, mais ils ont été importés en grand nombre sur une période extrêmement courte, ce qui rend leur intégration, leur assimilation, peu importe. Aujourd'hui, moi, j'ai pas la solution. Je vous dis honnêtement, je ne sais pas comment c'est possible d'intégrer. Surtout qu'en plus, ils ont été importés et en même temps, ils ont été accueillis par des professeurs trotskistes qui leur ont expliqué que les Blancs, qui leur donnaient tout, en fait, leur avaient tout volé. Alors qu'en plus, déjà, c'est une vision tribale des choses. Même si c'était le cas, je ne suis pas responsable. Par exemple, mes deux grands-parents ont été héroïques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais même s'ils avaient collaboré, en quoi moi je suis responsable? On est dans un pays d'hommes libres. Je ne suis pas tenu par les crimes qu'auraient commis mes grands-parents. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Mais je ne suis pas non plus un héros parce que mes grands-parents ont été des héros. À la limite, ils ont mis la barrière en haut. Donc ça doit m'inspirer. Mais en soi, je ne suis le porteur ni de leur péché, ni de leurs bonnes actions. Et voilà. Donc en fait, c'est la situation dans laquelle on trouve. Et c'est pour ça que je sais pas. Ce que je vois surtout quand je viens en France, c'est que les gens sont quand même assez désespérés. Et ils ne voient pas de solution. Donc voilà. En tout cas, la première chose à faire, c'est de panier l'évidence et puis d'arrêter de dire que l'immigration a été ou est une chance pour la France. C'est pas vrai. Il y a des immigrés qui ont beaucoup apporté à notre nation, mais l'immigration en soi est une véritable catastrophe pour la France. La vérité aujourd'hui, c'est ça. Il faudrait peut-être commencer par la dire. Dans l'autre sens, en parlant de ces deux peuples, est-ce qu'en Russie, le peuple russe et les autorités politiques russes se rendent compte qu'en France, une partie non négligeable de la population quand même soutient Poutine, ou en tout cas n'est pas hostile à Poutine? Je pense que oui. Je pense que d'ailleurs l'ambassade de Russie en France fait bien son boulot. Ils sont capables de transmettre les véritables niveaux de ce qui se passe dans la population française. Il ne se reconnaît pas en Macron. Voilà, c'est ça. Vous avez eu cet entretien avec Christelle Néant et Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a dit, je sais très bien que voilà, quand il y a eu Pierre de Gaulle qui est intervenu au club Valdaï, Vladimir Poutine l'a remercié, lui dire à quel point il respectait son grand-père, etc., etc. Et surtout, Vladimir Poutine sait comment ça se passe. Il y a 2 ans, on a mis la population française sous stress vital, comme dirait Laurent Ozon. Donc en fait, on arrête de penser les Russes sont méchants, les Russes sont méchants. Et puis là, vous voyez que ce stress, on ne peut pas le maintenir en permanence. Hein, c'est comme un muscle tendu, à un moment, ça se relâche. Et là, maintenant, les derniers sondages, notamment l'Institut Jean Jaurès, montrent qu'autant il y a 2 ans, on était à 80% de soutien au projet kievien. Maintenant, on est à 50% et ça va aller en déclinant. D'autant plus que petit à petit, le travail que nous faisons, ça finit par toucher les premiers gens qui ont une conscience politique et puis après qui parlent autour d'eux. Et il ne faut pas sous-estimer ça, les cellules en fait qui petit à petit régénèrent le corps intellectuel de la nation. Donc ça commence à fonctionner. Là-dessus, oui, je pense que Vladimir Poutine est de la vieille école, il sait très bien comment ça se passe, comment on peut manipuler une population sous stress. Voilà. 2 dernières questions, une un peu large et puis une plus légère pour terminer. Vous êtes en tournée en France, on l'a dit, pour une série de conférences dont quelques-unes sont organisées par Égalité et Réconciliation.
Quel regard portez-vous sur cette association créée par Alain Soral en 2007 ? Bah écoutez, moi j'ai toujours bien aimé, j'allais sur le site, hein, même Elisabeth Lévy d'ailleurs avait dit qu'elle allait sur le site d'Égalité et Réconciliation. Là où j'ai trouvé vraiment que c'était une association d'utilité publique, c'était au moment du Covid. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un moment où en fait il n'y avait plus que sur Égalité et Réconciliation qu'on trouvait une vision. Au début, personne n'avait de certitude, mais on a essayé de comprendre ce qui se passait, voilà. Et ça, c'était vraiment, je pense, c'était le véritable moment, voilà, où Égalité et Réconciliation est devenu quelque chose de nécessaire. Et puis, sur la plupart des lignes, notamment sur la Russie, c'était toujours juste, toujours documenté. Voilà. Donc, moi, j'apprécie beaucoup. Et en plus, ce que je vois, c'est une organisation très professionnelle au niveau des fédérations que petit à petit je découvre les unes après les autres. Et j'aime bien ça, c'est pro, voilà. De ce point de vue purement technique. Ouais, une question plus légère peut-être, pour finir. Vous concluez toutes vos vidéos Stratpol par l'injonction « Courage, on les aura ». Alors cette expression a-t-elle une histoire personnelle ? Oui, bien sûr. En fait, c'est l'ordre de bataille du 9 avril 1916 du général Pétain. En fait, la situation à Verdun est catastrophique, comme aujourd'hui en France, où, d'ailleurs plus en France qu'en Russie. En Russie, ça se passe plutôt bien. Et donc, il donne cet ordre de bataille, il explique ce qu'il va faire, de ces manières, des mots assez simples, mais très forts. Et il finit par ce mot « courage, on les aura ». Et alors, il faut lire l'ordre de bataille en entier pour voir la puissance un peu, parce qu'en plus, pour moi, le général Pétain est le plus grand chef de guerre, toute armée confondue, de la Première Guerre mondiale. Je ne suis pas du tout pétainiste sur la partie de la collaboration, ni même sur la guerre du Rif, ni même sur des tas de choses. Je l'explique dans mon livre d'ailleurs, mais sur la Première Guerre mondiale, personne ne pourra jamais lui retirer qu'il a été le plus grand général, toute armée confondue. Et d'ailleurs, c'est le vainqueur. Bon. Et donc, il aimait le soldat français, il l'aménageait, il était très populaire. Pourquoi ? Parce que, et en même temps, c'était pas seulement un humaniste, je dirais, mais c'était encore une fois un guerrier. Et la puissance de cet ordre de bataille est quelque chose. Et surtout quand, à la fin de l'année 2022, je sentais parmi les gens qui me suivaient, il y avait des inquiétudes à cause des contre-offensives de Kharkov, de Kherson. Je me suis dit, tiens, c'est pour galvaniser les troupes, c'est 9 avril 1916, l'ordre de bataille, courage, on les aura. Xavier Moreau, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon séjour à Nantes. Merci. Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Grand Entretien. Mon invité aujourd'hui est un homme connu, dont on parle beaucoup en ce moment pour avoir publié des livres. Il s'appelle Gérard Chaliand, un homme qui a 88 ans, un homme alerte, qui a les idées très claires et surtout il va nous permettre de décrypter la complexité du monde. Aujourd'hui, je rappelle juste pour mesurer l'ampleur du travail que vous avez mené, vous avez écrit 80 livres, oui, environ, et peut-être plus. Et vous avez publié vos mémoires tout récemment aux éditions L'Archipel. Exact. Qui s'appelle en réalité... Le savoir de la peau. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai envie de commencer par là. Pourquoi le choix de ce titre ? Parce que c'est exactement comme ça que j'ai appris sur le terrain quelle est la réalité par rapport à ce que nous racontons. Oui. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a une représentation du monde qui change avec l'esprit du temps. Bon, nous, par exemple, aujourd'hui... tout ce que fait Poutine, c'est du crime de guerre. On ne cherche pas à comprendre pourquoi, comment, etc. Tout ce que font les Ukrainiens, oui, c'est parfait. Bon, ça, ce n'est pas une analyse. Bien sûr, l'agresseur, c'est les Russes. Bien sûr, les victimes, ce sont les Ukrainiens. Oui. Ils se battent par nationalisme, ils veulent la liberté, bravo. Mais enfin, ce n'est pas une analyse. Alors, je ne veux pas être noyé par la propagande des uns ou des autres. Oui. Je cherche, si vous voulez, à serrer la réalité du plus près. Donc, je vais la plupart du temps sur le terrain. Moi, en Ukraine, j'y étais 1 an avant la guerre. Je connais l'Ukraine juste à la veille de février 2022. Bon, je sais ce que c'était. C'était un pays corrompu,
dirigé par des oligarques, pas très sympathiques. Ah oui, il faut le dire. Bon. Mais M. Zelensky a été un dirigeant remarquable, capable de, comment dirais-je, de rassembler les énergies, et de se transformer, communiquer, avoir des circonstances largement favorables. Et puis, pour les Américains, quelle aubaine, quelle merveilleuse aubaine après le pathétique départ d'Afghanistan, au terme de 20 années, que d'avoir la chance de pouvoir se battre par procuration, ce qui est la situation idéale pour les Américains qui ont la détestation des pertes militaires et qui ont admirablement réagi dès le premier jour à l'échelle du renseignement, à l'échelle de la livraison des armes, à l'échelle de l'aide concrète, y compris par des techniciens. Comme je l'ai dit, vous êtes un géostratège. Vous avez une connaissance, surtout, et vous l'avez évoqué, du terrain. Donc vous alliez le terrain et la conceptualisation, la rédaction, la réflexion. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère avec la guerre en Ukraine. Comment voyez-vous ce basculement? Est-ce qu'on est en voie de disrupter, comme diraient les modernistes? Écoutez, on est déjà rentré dans une nouvelle ère il y a quelque temps. C'est-à-dire qu'il fut un temps, comme vous le savez, où le monde était bipolaire. Il y avait l'Ouest et l'Est. Très bien. L'Union soviétique s'est effondrée en 1991. Après ça, on a eu un moment unipolaire où les Américains étaient tout seuls, les années 90. De 1991 jusqu'à 2001, ils étaient tout seuls. C'est un monde nouveau, sur lequel d'ailleurs on s'est fait beaucoup d'illusions en disant voilà, on redémarre sur une ère complètement nouvelle. Ben, elle aura lieu une dizaine d'années. Aujourd'hui, depuis la période 2008, c'est-à-dire la crise, je parle en anglais, des subprimes, et 2010, date à laquelle on nous annonce que la Chine vient de passer au second rang, par-dessus le Japon, eh bien, nous avons un monde en train de se faire et qui est multipolaire. Nous sommes dans un monde complètement nouveau, multipolaire, où vous avez des puissances, hier négligeables, apparemment, et qui aujourd'hui jouent un rôle important. Je prends par exemple la Turquie. C'était quoi la Turquie il y a 20 ans? Rien. Aujourd'hui, M. Erdogan arrive à se poser en l'incontournable acteur à cheval entre les Russes, l'OTAN, les Américains et le reste du monde. Les Iraniens, malgré plus de 50 ans maintenant de rétorsion américaine, de sanctions, sont encore là. Les Saoudiens, qui étaient hier encore des alliés relativement fidèles des Américains, aujourd'hui leur disent non, on ne va pas produire davantage. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que le prix du pétrole augmente. Donc, ne comptez pas sur nous pour vous donner un coup de main, M. Biden. Donc, on a un monde multipolaire qui est en train de se faire, auquel s'ajoute, évidemment, cette guerre d'Ukraine, imprévue, une erreur stratégique de Vladimir Poutine, mal inspiré, mal renseigné, s'imaginant que l'affaire pouvait être réglée relativement facilement et découvrant en définitive qu'il est en face d'une situation qui, depuis 2014, s'est profondément modifiée, que le nationalisme ukrainien est quelque chose de solide, que l'appui des Américains va être immédiat, que l'OTAN, ce vieux machin qui apparemment ne servait plus à grand-chose, connaît au contraire une espèce de nouvelle jeunesse fantastique, avec même les Finlandais et les Suédois qui veulent être membres. Donc il y a un monde qui est en train de se redéfinir et qui est très important. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que comment peut-être dessiner ce monde sans jouer le prophète ou le devin, comment tracer les tendances possibles, parce que on est loin de sortir de cette crise. Cette crise risque de tourner vers le drame. Oui, en tout cas, cette crise est sérieuse. Ça, c'est indiscutable. Je pense que de part et d'autre, on est suffisamment sage pour ne pas monter aux extrêmes. Ce que je veux dire par là,
qu'on ne va pas déboucher sur le nucléaire, malgré les menaces des uns et des autres. À mon sens, on va déboucher parce qu'il n'y aura pas de vainqueur militaire dans cette affaire. Les Ukrainiens ne peuvent pas militairement gagner et M. Poutine, il a perdu. Il a perdu, sauf qu'il n'est pas vaincu. Il a été obligé de prendre un plan B. Jamais plus l'Ukraine ne sera un client de la Russie, mais il est vraiment dans cette partie orientale, particulièrement à Donetsk, Luhansk, etc., c'est-à-dire des zones qui sont d'ailleurs russes. Oui. Bon, il est bien là, en Ukraine, il est bien là aussi. Donc, à un moment, il va falloir négocier. On va négocier probablement avant la fin de l'hiver. Pourquoi avant la fin de l'hiver? C'est parce que l'hiver va être très dur, que nos opinions publiques occidentales, je parle d'abord des Européens qui ne sont pas très chauds, de l'inflation, la flambée des prix, les difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures, etc., etc. Et maintenant, venons-en aux États-Unis. La position de M. Biden, tout remarquable qu'elle ait été dans l'aide qu'il a apportée aux Ukrainiens, à la maison est très difficile. Les États-Unis sont dans un état de guerre civile froide. Les tenants de M. Trump ou du Trumpisme sont solides. Le mois prochain, la Maison des représentants, the House of Representatives, va échapper au Parti démocrate. M. Biden a essayé d'acheter les voix des étudiants en leur disant « bon, ben, ne parlons plus de vos dettes, etc. » Mais tout ça, ça va peser. Il y a une fatigue de l'opinion publique américaine de l'énorme aide militaire et particulièrement financière que les États-Unis consentent. Donc on va vers des difficultés croissantes. Le poids des pacifistes, en quelque sorte, de ceux qui veulent déboucher sur la paix, va grossir. Entre-temps, nous allons en baver. Ça va être dur. Monsieur le président de la République en France, bon, il a raison de dire il faut tenir, il faut que nos principes, comment dirais-je, prévalent sur nos difficultés, mais il sait pertinemment que nous ne tiendrons pas la route. À un moment, il va dire bon, bah, écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Votre expertise est très importante pour nous pour mieux décrypter la complicité et la réalité. Et on le voit, les incertitudes sont considérables. Mais peut-être pour mieux mesurer cette multipolarité, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique va devenir vraiment le champ clos des rivalités et de cette absolument une course immaîtrisable entre ces nouveaux acteurs et les anciens? À vrai dire, le champ clos, il est maintenant partout. C'est-à-dire que les Chinois, par exemple, cherchent à contourner, en quelque sorte, l'extraordinaire domination maritime exercée par les États-Unis. Bon, comment ils veulent le contourner? Ils le contournent par voie de terre avec les fameuses routes de la soie. Ça leur permet de rentrer dans ce qu'on appelle le monde eurasiatique. Ils arrivent quand même au Pirée, ils arrivent à Gênes. Ils sont en Europe occidentale, hein, pas juste comme ça en Asie orientale, ni même en Asie, comment dirais-je, moyenne-orientale. Ils sont présents en Afrique, dans un certain nombre de pays. Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Bon, ils aident à construire des choses lourdes, hein, les chemins de fer, les routes, la grosse infrastructure, des choses extrêmement utiles. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent en échange? Alors, on nous dit, bon, en échange, ils vont nous endetter, nous, pays africains, ils vont profiter, etc. Mais enfin, ça, bon, on verra. Dans la pratique, ce qu'ils cherchent, c'est un appui en vote. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation de la politique chinoise par les Africains. Ça, c'est du tout bénéfice. C'est-à-dire que nous ne nous rendons pas compte, nous qui sommes en train de répéter on a raison, on a raison, que pour d'aucuns, ils préfèrent rester neutres, ils ne veulent pas choisir entre un camp ou l'autre, etc. Ça compte. En Amérique latine, ils sont également présents. Ils sont présents au Brésil, ils sont présents au Venezuela, ils sont présents en Colombie, ils sont présents dans la plupart des pays, à quelques exceptions près. C'est-à-dire ils jouent une partie absolument internationale. Je ne parle même pas de Taïwan, qui est en quelque sorte ce qui fait mal aux États-Unis.
Et à mon sens, les Américains, je veux dire, les Chinois sont trop malins pour se lancer dans une opération militaire sur Taïwan. Ils savent le prix que ça coûte à M. Poutine. Mais ça va permettre de titiller l'oncle Sam là où ça lui fait mal. Donc, d'une façon générale, on est dans un état de tension permanente, tout en continuant à faire un match de type économique et de type de recherche scientifique pour réussir à s'imposer sur tous les marchés, pour être en tête de la recherche, etc. Et alors, là, il faut le dire, une fois de plus, ça, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment réalisé. L'URSS, c'était un État militairement très important. C'était un État spatialement très important. Et c'est tout. Les Chinois, ils savent tout faire. Absolument. Ce sont des concurrents de A à Z, sur tous les plans. Alors justement, ils sont des concurrents de A à Z, ils sont très présents en Afrique, mais j'ai envie de centrer le propos sur l'Afrique. On voit aujourd'hui, votre expertise est très utile là-dessus, que le Sahel, par exemple, est dans un état d'effondrement. Comment voyez-vous cette situation absolument inattendue dans son ampleur? Et est-ce qu'aujourd'hui, il faut une action, non seulement des Africains, mais une action internationale pour arrêter le feu, non? Écoutez, il y a une redistribution des cartes. Par exemple, le constat, c'est qu'après un bon demi-siècle, si ce n'est pas 70 ans, de domination indirecte de la France sur une partie non négligeable de l'Ouest africain, aujourd'hui, il y a une véritable remise en cause. La France, très franchement, n'est plus populaire du tout. Je ne parle pas seulement du Mali, je parle dans l'ensemble de ce qu'on appelle le Sahel. Nous sommes en perte de vitesse sévère par rapport à d'autres, que ce soit à leur façon les Chinois, que ce soit à leur façon les Russes, que ce soit à leur façon les Turcs. Est-ce qu'on connaît les raisons? Est-ce qu'on peut les identifier? Oui, moi je trouve que nous avons été néocoloniaux, indiscutablement. C'est-à-dire que nous reprochons à ces régimes d'être corrompus. Mais très franchement, on les a corrompus nous-mêmes. On les a corrompus pour la bonne raison que à l'époque de la France-Afrique, monsieur Foccart, bon, il corrompait les dirigeants, ça lui permettait d'exercer une puissance indirecte, une influence indirecte sur une partie extrêmement importante de l'Afrique. Ce temps-là est fini. Voilà. Vous êtes aussi l'un des meilleurs experts sur ce qu'on appelle les conflits irréguliers, c'est-à-dire les guérillas et le terrorisme. Vous avez écrit là-dessus, des franchement, livres. je suis un des meilleurs à l'échelle mondiale. Oui, et votre connaissance pour vous avoir suivi est vraiment précieuse de la réalité de ce phénomène. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit le terrorisme djihadiste qui frappe d'une façon aveugle, comment caractérisez-vous on a vu des choses comparables, mais là, ça a l'air d'antagoniser l'Afrique et de dévaster presque. Oui. Alors là, il faut quand même faire un distinguo important. Il y a d'une part ce qu'on appelle le terrorisme, qui est une action essentiellement psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire, une action psychologique? Ça veut dire que l'effet psychologique est infiniment plus important que les dégâts physiques. Au total, par exemple, on a eu pas mal d'attentats, surtout d'ailleurs hors Occident. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé la donne, ça a changé l'atmosphère, mais enfin, il n'y a pas eu de chute de régime, il n'y a pas eu quelque chose de nouveau. Non, ce qui compte, c'est la guerre de guérilla, lorsque la guerre de guérilla parvient à modifier un régime, à l'abattre et à construire quelque chose. Alors là, ça devient très rare. Par exemple, prenons l'Afghanistan. Bon, ils ont gagné 20 ans de lutte. Ça fait 1 an et quelques qu'ils sont indépendants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Remettre le tchador, la longueur de la barbe. Enfin, c'est du moralisme.
Oui. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire ils n'ont pas pris à bras-le-corps le problème qui est nous devons changer les conditions de vie de nos citoyens. Il faut qu'on arrive à faire de la croissance économique. Quand vous êtes humilié, si vous voulez sortir de l'humiliation, vous n'en sortirez pas avec les bombes seulement. Il faut travailler, il faut revoir les choses, il faut faire... Bon, regardez l'exemple des Vietnamiens. Ils ont réussi à battre les Français, ils ont réussi à battre les Américains. Ils se sont accrochés quand les Chinois ont voulu les forcer à changer. Ils les ont accompagnés jusqu'à la frontière. Et à part une période stalinienne pendant une quinzaine d'années entre hier et aujourd'hui, maintenant, on constate que depuis au moins 2 décennies, le Vietnam fait 6% et plus de croissance économique. Chapeau. Quand on compare ça avec l'Algérie, qui sont en train de pleurnicher encore qu'on les a colonisés, et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 60 ans? Rien. Mais comment s'interroger sur ces mécanismes? C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui arrivent à se dépasser, à sortir de leur traumatisme, et d'autres sont complètement rivés dans leur situation de souffrance. Comment expliquer? C'est peut-être aussi une question de développement, de mentalité, transformation des mentalités. Comment Là, vous posez une question très complexe. Hein. Oui, non, mais d'autant plus que je ne peux pas vous répondre qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres, etc. Non, mais c'est... Mais disons en étant prudent, qu'il y a ceux qui ont la chance d'avoir à leur tête un despotisme éclairé, destiné à modifier la situation et à apporter un changement. Même si le régime est extrêmement dictatorial, ce qui est le cas d'ailleurs. Et vous avez ceux qui sont strictement corrompus, qui vous racontent des histoires, et c'est toujours la faute des autres. Oui. C'est la faute des Français. Il y a 60 ans que c'est notre faute, comme si, en fin de compte, avec des situations à peu près similaires de colonialisme de part et d'autre, vous arrivez à accabler l'un et l'autre, au contraire, s'en sort. Bon, pourquoi? La réponse est complexe. Mais en tout cas, il y a une chose certaine, les élites algériennes ont failli et elles continuent de mentir à leur peuple en accusant les Français de tous les malheurs qu'ils ont eux-mêmes prolongés et dont ils se sont nourris et de la corruption dont ils sont en fin de compte l'expression même. Jusqu'ici, l'Occident a été vraiment l'élément de référence dans la manière de se projeter dans la civilisation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que l'Occident, et surtout aussi à travers la crise ukrainienne, s'est ramassé autour d'un noyau dur, mais qui n'est pas connecté au reste du monde. C'est-à-dire qu'il y a... Comment voyez-vous ce déclin? Est-ce que l'Occident aujourd'hui... c'est une illusion d'optique, ce qu'on voit, ce basculement, en fait, ce déclassement. Est-ce que ça va être remplacé par quoi, au fond? Là aussi, vous posez une question à laquelle on ne peut pas répondre de façon simple. Mais on a des tendances, peut-être. Disons que l'Occident a beaucoup apporté. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, d'abord, ils ont apporté la révolution industrielle. Ils ont apporté l'idée absolument nouvelle à la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis comme en France, de « ça suffit le despotisme ». C'est nouveau, ça. On ne veut plus de despotes. Alors évidemment, ça n'empêche pas les despotes de venir. C'est une liberté difficilement gagnée, et puis vous apercevez que vous pouvez avoir des despotes, on en a eu, vous pouvez même avoir un monsieur Trump aux États-Unis où la démocratie compte tellement, etc., etc. Mais enfin, on a apporté un souffle nouveau, on a apporté l'idée nouvelle en plus de la nation. L'idée nationale, c'est quelque chose de nouveau. La meilleure preuve, c'est que les mouvements anticoloniaux vont s'appeler mouvements de libération nationale. C'est-à-dire que c'est fini d'avoir
une Chine du Nord et une Chine du Sud, ou bien d'avoir un Tonkin et puis un Annam. Non, ils vont se sentir tous chinois, ou ils vont se sentir vietnamiens en lutte pour la liberté, etc. Bon, tout ça, ce sont des idées nouvelles apportées par les Occidentaux. Très bien. Donc, on a été extrêmement utile à un certain moment. Puis après, on a profité, évidemment, de l'hégémonie qu'on a exercée. Parce qu'on n'est pas meilleur que qui que ce soit. Je veux dire, la tendance, c'est quand vous dominez, c'est de profiter de la prédation. C'est comme ça. C'est l'espèce humaine. Si les autres avaient gagné, les Occidentaux, ils seraient réduits à une sorte de semi-esclavage et on pleurnicherait en disant que c'est pas beau d'avoir promu l'esclavage. Enfin, ceci dit, tout ça n'est pas héréditaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a utilisé l'esclavage qu'on est des esclavagistes aujourd'hui, sans compter que c'est trop facile de dire que l'esclavage a été strictement atlantique, alors que de l'océan Indien, il y a eu la même quantité, sinon davantage d'esclaves emportés en direction des puissances musulmanes de l'époque. Bon. On a quelques minutes vraiment pour conclure. Vous avez vraiment 4 décennies d'observation, de travail sur le terrain. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le temps long, et vous avez en mémoire... l'histoire, c'est important. Les conflits, les guerres, les crises. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous inciter à vous accrocher à une forme d'optimisme? Peut-être ça, c'est une question qui mérite d'être posée dans un contexte complètement d'incertitude, marqué par les incertitudes. Bon, c'est vrai, nous sommes dans une période d'incertitude, c'est-à-dire qu'on est à un moment de changement accéléré. On est peut-être même à un tournant, c'est-à-dire ce déclin de l'Occident peut continuer et devenir véritablement, non pas une tendance, mais un fait, bon, possible. Moi, je souhaite en tout cas que ne disparaisse pas l'idée de la démocratie. Je souhaite que ne disparaisse pas le refus de faire une différence entre les hommes et les femmes, au sens où il y en aurait un des deux qui serait supérieur à l'autre. Je pense que la libre discussion doit exister le plus possible. C'est-à-dire que je continue, avec un certain optimisme, peut-être à tort, de penser que ça vaut la peine de se battre pour certaines des valeurs que l'Occident a été capable de produire, mais pas pour lui seul. Gérard Chalion, je rappelle que vous êtes un géostratège et que vous êtes un homme d'une culture encyclopédique et c'est pas vraiment un mot pour vous flatter. Et surtout, à travers les livres que vous avez vous avez abordé vraiment tous les sujets de fond de notre époque sur les 4 dernières décennies. Je vous remercie d'avoir été notre invité et je vous dis longue vie et à très bientôt. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut se battre pour avoir un monde vivable. Merci. Merci. Au revoir.